Bonjour aux collègues, je suppose qu'il y en a pas mal dans la salle, et aux personnes intéressées par la psychothérapie. Donc, durant ces 15 minutes, je vais vous parler d'une thérapie brève que j'ai mise au point et que j'enseigne depuis de nombreuses années, qui s'appelle thérapie brève self-inductive, TBSI. Donc déjà, je me présente. Je m'appelle Jean-Marc Henriot, je suis psychologue clinicien, psychanalyste avec la médiation du rêve éveillé, formateur de psy et de thérapeute, et cette année, en 2017, j'ai 73 ans. C'est vous dire si ma carrière est longue. D'autant plus que j'ai commencé à travailler comme psychologue en 1968. Alors, pour créer cette thérapie brève, il y a déjà pas mal d'années, je me suis posé deux questions. Tout d'abord, comment ça se fait que toutes les thérapies, et Dieu sait s'il y en a de toutes sortes et de toutes les couleurs, peuvent attester de résultats positifs avec des témoignages de clients satisfaits qui ont trouvé ça super. Et la deuxième question, c'était, est-ce qu'il y a des thérapies brèves qui peuvent avoir des résultats durables et prolongés? Pour la première question, j'ai formalisé la réponse suivante. Si toutes les thérapies peuvent avoir des résultats, c'est qu'elles ont des facteurs communs non spécifiques. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Facteurs communs non spécifiques. Qu'on peut retrouver dans toute situation d'aide ou de soins, y compris médical ou guérisseur ou n'importe quoi, et donc qu'on a intérêt à connaître et à intégrer. Ces facteurs non spécifiques sont au nombre de 4. Ce sont l'effet Rosenthal, que vous connaissez, c'est l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que les idées a priori du thérapeute sur le patient et sur les capacités du patient vont avoir une importance capitale sur la possibilité pour celui-ci, justement, de trouver ou non des capacités nouvelles. Donc c'est une dimension indépendante du savoir, des connaissances ou des techniques. Une croyance que l'autre a des capacités pour s'en sortir va susciter l'émergence de ces capacités, comme nous l'a dit d'ailleurs la première intervenante. Le deuxième point, c'est évidemment la motivation. Parce que plus la personne est dans sa souffrance, et plus il y a des chances que sa motivation soit forte. Ce qui suppose d'ailleurs de ne pas forcément changer trop vite le vécu de souffrance, puisque finalement c'est un moteur. Alors, après l'effet Rosenthal et la motivation, le troisième point qui a été beaucoup étudié aux États-Unis depuis une trentaine d'années, c'est l'alliance. L'alliance entre le thérapeute et le patient, qui est à base d'empathie, de bienveillance, de respect, etc., qui est un élément très fondamental, puisque d'après les études statistiques qu'ils ont fait, 40% des résultats sont liés à la qualité de l'alliance, plus spécialement de l'alliance durant les premières séances. Donc, l'effet Rosenthal, la motivation, l'alliance, et en dernier lieu, l'effet placebo. C'est-à-dire que si les deux croient vraiment que cette technique est absolument super, finalement, quelle qu'elle soit, aussi farfelue soit-elle, ça donne des résultats positifs. Alors, c'est intéressant de réfléchir à ça parce que ces 4 facteurs, l'effet Rosenthal, la motivation, l'alliance, l'effet placebo, eh bien, sont indépendants de la technique. C'est-à-dire que pratiquement tous les thérapeutes pensent que c'est leur technique qui est efficace. En fait, il y a 4 facteurs dont il faut tenir compte et qui sont indépendants de la technique, mais qui sont nécessaires. Ceci dit, ils peuvent aussi bien marcher dans autre chose que dans de la psychothérapie. Donc, première chose. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des thérapies brèves qui, elles, se différencient dans le fait qu'elles ont des résultats durables et prolongés? Alors, je vous donne tout de suite la réponse, et puis on verra ensuite comment ça se joue en TBSI. À mon avis, des résultats peuvent être durables et prolongés quand ils découlent d'un changement identitaire. Quelque chose dans la façon d'être, dans la façon de se voir, dans la façon de se définir. Quand il y a un changement de la définition identitaire sur laquelle on fonctionnait, eh bien ce changement va rester durable.
Ce qui suppose que si on veut pratiquer une thérapie brève qui ait des résultats durables, il faut qu'il y ait un changement identitaire, ne serait-ce que légèrement, sur quelques points limités. Mais alors ce changement identitaire, c'est carrément pas rien, parce qu'on tient beaucoup à notre cohérence identitaire. Et on la maintient à tout prix, en particulier grâce au fonctionnement homéostatique, qui fait qu'une fois qu'on a trouvé un certain type d'équilibre, on le maintient coûte que coûte. Ce qui donc peut se présenter en thérapie comme une sorte de résistance au changement. Comment le thérapeute doit-il faire avec ça ? Alors, nous nous sommes bâtis en établissant des frontières internes entre différentes parties de notre psychisme. Elles ont été établies pour sécuriser l'ensemble et sont donc bonnes et saines, mais en même temps, elles peuvent être justement la source de difficultés quand le problème rencontré ne rentre pas à l'intérieur du cadre que la personne avait défini jusqu'à présent. Donc la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir dépasser ces frontières, dépasser ces résistances, dépasser cette homéostasie d'une façon harmonieuse, écologique et qui aide la personne. Dans mon idée, la réponse tient au fait qu'il y a des passes-frontières. Et ces passes-frontières sont au nombre de 3. L'émotion, l'image et l'altération corporelle. En conséquence, si on utilise ces passes-frontières, on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et permettre une réorganisation possible. Donc le premier temps TBSI, puisqu'il faut y arriver, ça consiste à aller assez loin dans l'émotionnel du patient. L'émotion passe frontière, assortie d'images métaphoriques. Non seulement on ne va pas éviter l'émotionnel, mais au contraire, on va aller dedans. Et pour que ça ne soit pas mal vécu, la manière dont je le propose, c'est que ça soit fait sur un registre que nous appelons la danse de gémellité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le thérapeute va se sentir de son côté à l'intérieur de lui-même, il va sentir en quoi l'émotion amenée par le patient peut être aussi la sienne. Comment il l'a connue lui-même, comment il l'a ressentie à un moment donné de son histoire, comment finalement quelque part il est en sympathie, pas seulement en empathie, mais en sympathie, en vibration commune. En ce sens, ce que l'autre amène ne lui est pas du tout étranger, et à partir du moment où les deux sont en sympathie de cette manière-là, il se crée une sorte de lien, de dyade gémellaire, très intéressante, les deux sont en train de vivre la même chose, très intéressante, qui permet que la personne se sente accompagnée et respectée dans un mouvement où elle va aller le plus loin possible dans l'expression de sa douleur, de son inquiétude, de sa peur, de son désespoir, de ses pleurs, toutes ces choses-là. Et on y va ensemble, sans que le thérapeute parle de son propre vécu, bien sûr, sinon il encombrerait le processus, mais il est dans le même vécu, il l'a à l'intérieur de lui-même. Donc ce premier temps très émotionnel va permettre la création de la dyade, dont vous verrez l'intérêt, et ça va permettre le fait que la personne va franchir un certain nombre de frontières habituelles à l'intérieur d'elle-même pour aller vers ses enfers, si l'on peut dire. Mais ça permettra aussi que dans un second temps, après avoir été accompagné soi-même par le thérapeute vers les enfers, eh bien, en retour, le patient va beaucoup plus facilement accepter d'accompagner le thérapeute vers quelque chose de plus lumineux, c'est-à-dire vers les capacités qui existent, les possibilités de changement qui existent, etc. Donc, le deuxième temps de la séance, après être descendu dans un émotionnel fort, c'est d'aller vers les capacités existantes et vers le sens de ce qui se passe. Là, il y a différentes techniques dans ce deuxième temps de la séance qui sont utilisées suivant la situation. La TBCS, vous connaissez sans doute, la thérapie brève centrée sur la solution. Le dialogue entre des parties du psychisme, en particulier la partie qui est sous la revendication du symptôme et qui exige quelque chose et qui est contraire à la partie majoritaire au pouvoir, sinon il n'y aurait pas de symptôme. Donc la TBCS, le dialogue entre les parties du psychisme,
Le recadrage, que nous appelons l'intervention REN, R-E-N, mais ce n'est pas pour rien que nous l'appelons l'intervention REN, parce qu'elle est particulièrement efficace, cette intervention. REN, ça veut dire recadrage explicatif normalisant. C'est-à-dire que non seulement on essaye de comprendre ce qui s'est joué et pourquoi ça s'est joué comme ça, donc normaliser les choses en montrant que tout ça a un sens, mais en plus recadrer, c'est-à-dire s'apercevoir que finalement il y a peut-être une autre vision des choses et qu'elle peut être très utile pour sortir de la difficulté dans laquelle la personne se trouve. Si bien que ce qui était un problème le devient beaucoup moins dans un second temps, une fois que c'est recadré. La TBCS, le dialogue intérieur et le REN sont des pratiques principales. C'est presque toujours autour de ça qu'on travaille, mais il y a quelques autres pratiques. Enfin, un point qui risque de vous surprendre un peu, c'est que nous n'utilisons pas l'anamnèse, ou très rarement. On ne l'utilise pas parce que si on l'utilise, ça va susciter les hypothèses interprétatives du thérapeute, ce qui n'est pas forcément le plus utile pour la mobilisation vers le changement. On l'utilise quand même quelquefois, lorsqu'il est question de sortir du brouillard, lorsqu'on n'y comprend rien du tout. Mais c'est une anamnèse très spéciale qui est courte, basée sur les faits qui se sont passés au moment des changements dans la vie de la personne. Et Dieu sait si c'est là que c'est un point important. Bref, premier temps, danse gémellaire. Deuxième temps, exploration du sens et des capacités. Troisième et dernier temps de la séance, on va aller vers du changement, vers une nouvelle façon de faire, en général située à 180 degrés par rapport à ce que la personne faisait d'habitude. Donc on va chercher avec elle comment elle pourrait prendre les choses d'une façon radicalement différente. Compte tenu des capacités qui ont été vues ensemble, patient et thérapeute, à l'étape précédente dans la séance, la personne, à ce moment-là de la séance, est assez stimulée. Ah oui, je pourrais changer, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Elle commence à entrevoir ce qu'elle pourrait faire. Il vous reste 2 minutes. D'accord. On envisage ensemble quelque chose qui serait assez différent de ce qu'elle fait d'habitude. Et elle est assez enthousiaste pour essayer de voir la sortie de ces difficultés. Et là, on enclenche une procédure très particulière qui consiste pour le thérapeute à freiner le changement. Une fois qu'il a été mis en exergue, ça peut paraître surprenant, mais l'école de Palo Alto a montré comment les dyades fortement reliées, telles que celles de jumeaux ou de couples, ont tendance à créer une répartition des forces et des traits de caractère. L'un va être extraverti, l'autre introverti. L'un va être optimiste, l'autre pessimiste, etc., etc. Ici, à cette étape de la séance, l'un va porter les forces de frein et l'autre les forces de changement. Le thérapeute se charge des forces de frein. Il dit par exemple « Oula, pas tant, pas si vite ». Il propose une toute petite première expérience à ne faire qu'une seule fois dans la semaine. Et paradoxalement, ça libère la personne qui, elle, se sent portée par le changement. On vérifie la faisabilité de cette minuscule petite tâche avec une échelle de 0 à 10 et pratiquement toujours la personne dit « Ah ben oui, c'est tellement simple, tellement minime, 9 ou 10 ». Et puis en fait, elle va le faire puisque c'est facile, mais en même temps, elle va spontanément aller beaucoup plus loin. Pratiquement toujours, il y a énormément de changements qui s'en suivent et qui ne sont pas des changements dont on avait parlé en séance. Je vais vous demander de conclure. Tout ça s'explique théoriquement, mais je n'ai pas le temps de le développer. Donc, entre 2 séances, il va y avoir des changements et on va travailler avec la personne à la séance suivante. Ah oui, il y a eu ces changements. Comment avez-vous fait ? Voilà, on va... Ah non, là, il me reste encore 2 secondes. On l'aide à... Non, parce qu'il s'agit de s'approprier les capacités de changement qu'elle a mises en route concrètement. C'est elle qui a instauré ces changements, c'est elle qui en a donc les ressources. Du coup, elle découvre une autre façon d'être, une autre définition d'elle-même. Elle perçoit qu'elle est capable de faire des choses qu'avant elle ne faisait pas. Et cette autre définition d'elle-même, qui n'est pas donnée par le thérapeute, mais découverte par elle-même à partir de ce qu'elle a changé, étant un petit changement identitaire, va rester stable et durable. Les résultats sont très rapides,
spectaculaire, en quelques séances, disons aux alentours de 5 et dans un maximum de 10. Bon, c'est bien dommage que je n'ai pas le temps de vous expliquer, de vous donner des tas de cas. J'ajoute que cette pratique, ayant été très calibrée, se révèle facile à apprendre et à intégrer, sous réserve du positionnement juste.